Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. C'est vous, ça. Eh oui. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. Merci d'être là, nombreux. Je vois les stats de téléchargement, abonnement augmenté chaque semaine. Vraiment, là, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'épisode de Justine Dimal, mais on a eu un boost. Enthousiasmant de vous voir, ça vient d'un peu partout, là. C'est beau de voir la vigueur de cette petite communauté francophone AI. Ça vient je regardais le Canada, France, Maroc, Algérie, en fait. Là où il y a de l'AI et là où ça se fait un peu en français, c'est là que ça se passe pour nous, notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février, en fait, au moment où on enregistre cet épisode. Vous devriez écouter l'épisode dans 2 semaines, je dirais. Et pour cet épisode, mes collaborateurs sont toujours à distance, et cela malgré un petit déconfinement progressif. C'est comme ça qu'on le voit encore, là. Nous avons le bonheur de voir ici ce petit déconfinement. J'ai pris l'habitude de présenter mes collaborateurs. Allons-y. Pour comprendre mon intro cette semaine, là, vous devrez faire un peu vos recherches là, pour voir qu'est-ce qui se passait il y a 2 semaines au moment où ça se passait, l'enregistrement. Là, c'est l'histoire d'un certain Camara, Monsieur Camara à Montréal, là, un homme qui a été... qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais qu'il a été maladroitement arrêté et emprisonné pour un assaut sur un policier, alors que c'était lui qui venait d'appeler lui-même la police pour dénoncer l'assaut d'un homme sur la police, et la police aurait laissé filer le voyou et arrêter celui qui, maintenant on le sait, là, celui qui était le principal témoin. Donc, Monsieur Camara lui-même, j'ai oublié son prénom. La police a confondu, entre guillemets, il faut bien, entre guillemets, le radiophonique, entre guillemets radiophonique, oui, a confondu les 2 hommes. Ai-je besoin de vous mentionner la couleur de peau des 2 hommes en question? Hein, on parlait des biais dans le dernier épisode. Bien, la beauté de ces biais, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'AI pour nous montrer toute l'absurdité, leur absurdité lorsqu'ils sont ignorés. Je disais que mes collaborateurs sont à distance et je me préparais à les introduire. La première, elle est notre Timnit Gebru et se dit que M. Camara, comme Timnit Gebru, d'ailleurs, a des droits, dont le droit aux excuses. Ève Gaumont est là en ligne. Bonjour, Ève. Bonjour Jean-François. Triste histoire que celle-ci, hein? Ah oui, c'était pathétique de voir là, à quel point... c'est ça. Même les excuses ont retardé. C'était malaisant. J'aurais pas voulu être le directeur de la police dans ce genre de... être dans ses souliers. Le second se dit qu'une AI, même produite par Clearview AI, n'aurait pas fait pire que la police de Montréal. David Beauchemin est là aussi. Bonjour David. Salut, ça va bien? Ben oui, toi aussi, toujours à Montréal? Non, pas à Montréal présentement, mais c'est sûr que dans ce contexte-là, moi je suis d'accord que Clearview aurait probablement fait pire, même, je pense. Oh oui. Selon l'étude de ce qu'ils ont, en dehors du fait que la banque de données, comment ils l'ont construite puis comment elle l'utilise, probablement que ça aurait été pire. On va y revenir un peu plus tard. Là. Il y a Ève qui va nous parler de Clearview AI, évidemment. Donc, bienvenue à vous deux et salutations à M. Camara, hein, qui ne nous écoute fort probablement pas, mais qui a depuis reçu les excuses de la police de Montréal et qui se repose paisiblement à la maison, et c'est tout à fait bien mérité. Je vous disais aussi qu'au moment où vous écoutez cet enregistrement, nous sommes, je dirais, là, à la fin du mois de février. Donc ici, comme on dit, mois de février, il fait fret, comme disent tous ceux qui ont déjà vécu cela. Vous l'aurez remarqué, nous diffusons des épisodes, ça arrive là, l'épisode de Justine, c'était exactement ça. L'épisode avait été enregistré l'année dernière
Donc, son enregistrement, je pense que c'était au mois de février, le débriefing au mois de septembre. On fait comme ça aussi. Là. On a des épisodes qui sont qui sont moins marqués dans le temps, là, puis on se permet des fois là, de les garder en réserve, puis on les publie lorsque c'est possible. Mais cette fois, là, l'épisode que vous écoutez, vous l'écoutez quasiment en direct. Nous y sommes presque. Nous souhaitions publier de temps à autre, là, justement, des épisodes, un peu comme on a fait là, notre spécial de Noël, là, les prix IARC, puis Lovelace. De temps en temps, là, des épisodes un peu plus mieux ancrés sur l'actualité. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On regarde un peu qu'est-ce qui a attiré notre attention. On fait des résumés, on en parle un peu. Puis ce sera ça aujourd'hui et le concept de l'épisode. Ève, cette semaine, ce qui a attiré ton attention, c'est justement l'affaire Clearview AI. Donc, je me permets de rappeler les faits pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance de voir ce qui se passait de ce côté. La technologie de Clearview permettait de collecter, c'est ce qu'on disait dans les articles que j'ai pu regarder, des milliards de photos, donc à partir de diverses sources, notamment les réseaux sociaux, évidemment. Donc, d'identifier des gens, des personnes à partir de ces photos. Puis une fois que les personnes sont identifiées sur ces photos, l'application, elle, se mettait à chercher et répertorier toutes les images publiques sur lesquelles ces personnes-là là, apparaissaient, notamment dans plusieurs réseaux sociaux. Et petit problème, donc, vous le voyez venir, et enquête importante, vous le voyez venir aussi, et des blâmes. Et cette semaine, ou c'était peut-être la semaine dernière, un rapport conjoint des commissaires à la protection de la vie privée du Canada, des commissaires de 3 provinces distinctes ici au Canada, qui ont conclu que la société technologique, c'est américain ça, Clearview, représentait de la surveillance de masse, c'est comme ça qu'on qualifie désormais les gestes posés, et avait commis une violation manifeste du droit à la vie privée des Canadiens. Et qui dit vie privée, dit Ève saute un peu sur sa chaise. Qu'est-ce qui se passe? Et j'imagine que le monde du droit a réagi un peu de la même façon. Ève, pourquoi c'est pas une bonne idée de violenter à ce point le droit à la vie privée? As-tu eu le temps d'explorer tout ça? Absolument. D'abord, un gros merci pour la petite synthèse factuelle. Ça va m'aider beaucoup parce que moi, j'ai décidé de m'intéresser plutôt aux questions juridiques. Effectivement, c'est ce que je blaguais un peu tout à l'heure avec David. Oui, à chaque fois que je vois une question sur la vie privée, je saute de ma chaise parce que c'est vraiment ce que le droit, actuellement en matière de droit des technologies de l'information, c'est la seule place où le droit nous dit vraiment des choses concrètes. Donc, c'est un peu les questions qui sont à l'avant-plan de l'intersection entre le droit et les technologies d'information. Cependant, c'est pas mon core business complètement. Ce qui veut dire que je suis toute excitée, mais en même temps, il faut que je m'apprenne tout. Donc, j'espère ne pas faire un... Mais c'est normal aussi. Là. On est là aussi pour apprendre justement à sortir un peu de notre core business. Là. C'est notre lot là, dans cette enquête sur l'intelligence artificielle. Là, je suis toujours en dehors de mon core business. Là. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Puis David aussi, j'imagine. Vas-y, Ève. Absolument. Oui, absolument. Je voulais pas avoir l'air de m'essuyer les pieds, quoi que ce soit. C'était simplement pour me présenter une petite blague. En fait, je plaçais le terrain pour faire une petite blague d'impeachment de Trump et d'avocats qui se part à déblatérer pour aucune raison. J'essaye de faire un petit peu mieux que ça et d'avoir quand même un peu plus de structure, et j'ai quelques notes pour vous présenter les contenus du rapport. Oui, ça ne nous surprend pas de ta part. Les 4 commissariats à la vie privée du Canada. Donc, Alberta, Colombie-Britannique, Québec, ainsi que le commissaire fédéral. Okay. Puis, avant toute chose, aussi, je ferai un petit ode au journalisme d'enquête, parce que toute cette histoire-là est sortie d'une journaliste américaine du New York Times qui a fait une enquête
Ouais, c'est qui a publié un article dans le New York Times en février dernier. Elle a fait... ça a été comme toute une histoire. Il a fallu que la compagnie était un peu une compagnie à numéro, qu'il y avait un seul employé déclaré. Elle a appelé à tout bord, tout côté pour finalement dénouer la bobine de fil et trouver et révéler au grand jour qu'il y avait près de 600 services de police qui avaient utilisé ou qui utilisaient les services de Clearview AI. Combien Donc, tu dis? Combien de services de police? Jusqu'à 600 qui avaient utilisé à travers le monde. Aïe. Ouais, c'est ça. Puis la dame, par exemple, elle était en contact avec des sources dans les services de police. Puis elle leur disait, essayez donc de chercher ma photo dans la base de données. Puis quand ils cherchaient la photo, elle apparaissait pas. Puis comme la journée après, la compagnie Clearview était comme, hey, est-ce que service de police de la ville de New York, est-ce que vous parlez avec les médias parce que genre c'est pas censé se savoir ce qu'on fait. Ouais, non, c'est une folle histoire que tout ça. Ce qui nous a amené un an plus tard, presque jour pour jour, à un blâme de la part des commissariats à la vie privée. Les 4 questions sur lesquelles ils devaient se pencher étaient d'abord de savoir si les lois canadiennes s'appliquaient à Clearview, savoir si une fois ça fait, une fois qu'on avait un oui, il fallait savoir si Clearview avait constitué sa base de données sans consentement puis si c'était problématique. Savoir si le fait de constituer une base de données de reconnaissance faciale pour mener de la reconnaissance faciale dans les contextes des forces de l'ordre, c'était une fin acceptable. Et finalement, si Clearview aurait dû déclarer à la Commission d'accès à l'information du Québec qu'elle constitue un système biométrique. Puis sur cette dernière question-là, je ne passerai pas beaucoup de temps, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que, là, je parle de Commission d'accès à l'information, c'est la Commission d'accès à l'information du Québec, et c'est une disposition qui n'existe que dans les lois québécoises et qui donne un peu plus de poigne. Ouais. En fait, quand tu traites des données biométriques au Québec, tu devrais avertir la CAI, puis un peu pour montrer patte blanche, montrer que tu as des bonnes pratiques. Puis ils ne l'ont pas fait. Puis c'est une manière qui va permettre au Québec de jouer, de s'attaquer un petit peu plus solidement à Clearview que toutes les autres dispositions. Fait que ça montre que, somme toute, même si on aime beaucoup dire que les lois sont archaïques puis sont dépassées, puis notamment et surtout au Québec, le droit québécois a quand même des outils qu'on n'a pas ailleurs. Ça, c'est intéressant. Mais je ne passerai pas plus de temps là-dessus parce que c'est une disposition un peu obscure. Puis au final, dans la mesure où c'est un rapport conjoint, ils vont frapper à 4. Le Québec ne frappera pas tout seul. Mais si le Québec avait eu à frapper tout seul, il y aurait eu plus de marteaux pour plus de force, oui, c'est vrai. Ouais. Ensuite, donc... Plus de force comme plus de certitude ou plus de sévérité des sanctions? Ça ressemble à quoi, plus de force? Pas nécessairement sévérité des sanctions. Là, je pense que dans tous les cas, en fait, la grande réponse qu'on va pouvoir constater, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions. Puis peu importe qui frapperait, il n'y aurait pas de sanctions possibles. Ce ne sont que des pouvoirs de recommandation, souvent. Par contre, là, ce qu'on avait, c'est facile de faire la preuve que tu ne nous as pas averti que tu faisais quelque chose. C'est plus difficile de faire la preuve que c'est pas des fins raisonnables, que ce sont pas des faits acceptables. Mais s'il fallait que tu me dises que tu faisais quelque chose puis tu l'as pas fait puis que nulle part tu m'as appelé pour me dire que tu constituais une base de données biométriques, c'est assez facile. Tu n'as pas besoin de passer des heures et des centaines d'heures en procès pour faire la preuve de ça. Donc ici, c'est ça au Québec, là, dès que tu commences à constituer une base de données sociométriques, tu as l'obligation de la déclarer, c'est ce que je comprends? Exactement. Quand tu collectes des données biométriques puis tu constitues une base de données biométriques, ça te force à l'indiquer à la CAI. Tu as une obligation de l'indiquer à la CAI. Même hébergé aussi, hein. Il me semble, c'est ça. Hébergé aussi? Oui. Fait que c'est juste un data center qui héberge des données biométriques qui était obligé aussi d'avertir la CAI. Il me semble, là, je viens de lire le texte là, aussi, là, ce texte-là, mais il me semble que j'avais lu hébergé. Moi, c'est ça qui m'avait surtout surpris aussi. Je pense que oui. Je pense qu'effectivement, tu as raison. C'est quand même très sévère. Là. C'est très, mettons, tu es juste un data center puis une compagnie à l'extérieur qui veut remettre des données biométriques, tu es obligé d'avertir la CAI aussi. Là. Ce que j'avais compris. Là. C'est ça. La CAI, c'est un chien de garde. Fait que, pour faciliter ses enquêtes, pour faciliter, si elle sait tout ce qui se passe sur son territoire, c'est beaucoup plus facile après. C'est pas si contraignant non plus de faire une petite notification de genre, by the way, on fait ça. Là. Mais ça force, subtilement, ça force à se conformer aux réglementations parce que tu as averti que tu faisais quelque chose, fait que tu as plus de chances de te faire regarder dans tes pratiques, de
de faire vérifier que ce que tu fais fonctionne bien. C'est vrai. Donc, c'est ça. Ça, c'était le petit aparté en matière de droit québécois. Le reste, les principes sont relativement les mêmes dans les trois. Donc, la loi fédérale, la loi québécoise, la loi albertaine, la loi britanno-colombienne. Et les grandes questions qu'il y avait à se poser, c'était de savoir si... d'abord, si les lois s'appliquaient à Clearview, parce que Clearview disait on est américain, on n'a pas les lois, c'est les lois américaines qui s'appliquent à nous. C'est ça. Comme Internet est un grand monde, puis on n'est pas là. Puis le Canada dit non, ça se passe pas comme ça. Vous avez un lien réel et substantiel avec le Canada. Vous collectez des données sur des Canadiens. Vous avez fait de la publicité à des services. Vous avez comme investi beaucoup d'argent en publicité au Canada. Clairement, votre objectif était de vous implanter au Canada. Ouais. Exactement. Puis dans les faits, il y a 48 comptes d'essai qui ont été activés. Il y a personne qui vous a payé, mais vous avez donné des versions bêta puis des versions d'essai à 48 personnes qui ont été utilisées. À notre sens, c'est bien amplement suffisant pour dire que vous avez lié des activités d'affaires au Canada. Première chose faite, première question juridictionnelle, c'est réglé. Le Canada, les lois canadiennes s'appliquent à Clearview. Deuxième question à savoir, est-ce que Clearview devait obtenir un consentement pour faire sa base de données, pour aller chercher les données sur Facebook, sur Google, sur les médias sociaux, toutes les données qui étaient publiquement accessibles, qu'ils ont rapatriées pour faire leur base de données, puis entraîner leur algorithme. Eux disent, non, c'est des données publiques. Ce sont des données publiques, puis l'argument est peut-être séduisant, en fait, à prime abord, parce que, c'est vrai. Moi, si je vais sur Google puis je cherche mon nom, il va y avoir des photos de moi qui vont sortir. C'est public. Ouais, bon, OK. Puis il y a une exception dans les lois qui disent, si ce sont des données publiques, vous n'avez pas nécessairement besoin d'obtenir de consentement. Jusque-là, ça se tient. Sauf que le terme public, c'est pas un terme qui doit être entendu selon sa définition communément acceptée, mais il y a une définition précise dans les lois qui indique qu'est-ce que le droit, qu'est-ce qu'un espace public, qu'est-ce qu'un renseignement, qu'est-ce qu'une donnée renseignement publique. Qui se dit public, OK. C'est ça. Puis souvent, ce sont genre, tu travailles, tu es fonctionnaire ou tu as un poste dans le gouvernement, ouais. Puis on va donner ton nom et compagnie, on va donner ton nom, ton adresse courriel, puis ça, c'est considéré comme publiquement accessible. Puis c'est généralement défini par la jurisprudence ou par règlement, là, selon chacune des 4 lois ont leurs critères spécifiques, mais c'est pas l'acceptation normale. Donc, finalement, l'argument de Clearview qui dit que c'est des renseignements publics ne tient pas. Ils auraient dû obtenir un consentement. Puis là-dessus, ils se battent pas. Là, ils essayent pas de se faire croire qu'ils ont obtenu des consentements. Ils n'ont pas essayé, mais le moins du monde. Ève, au sens de la loi, ça veut dire que les photos qu'on partage sur les réseaux sociaux, même si ça peut être accessible, je dirais, assez aisément, ça fait pas partie du domaine public. C'est ça? Exact. On peut pas considérer qu'ils s'inscrivent dans l'exception qui permet de traiter des renseignements personnels sans consentement en vertu des lois de protection des renseignements personnels. Je comprends. Est-ce que c'est dans d'autres circonstances, peut-être qu'on pourrait considérer que c'est public, mais ils peuvent pas s'inscrire dans l'exception en question. OK. Donc, ça va? Je vais juste réfléchir, c'est ça. Mais donc, ça veut dire que sous ce prétexte-là, parce que tu sais, un des trucs, je pense beaucoup avec ça, c'est le greater good de la protection de la sécurité aussi, puis de collecter ces données-là pour assurer la sécurité de la société, etc. Puis tu sais, je me trompe pas, il y a le test de CAM, là, quelque chose comme ça, là, je pense, là, c'est ça? Non, CAM, je sais pas si c'est ça. Test d'OAK? OAK, c'est ça. Je me lance à CAM, c'est un autre truc complètement, là. Test d'OAK, tu sais, finalement, c'est de faire le poids, deux mesures, puis d'assurer tout ça. Puis est-ce qu'on aurait pu, mettons, un service de police aurait pu dire, oui, mais voyez, cette vidéo-là sur Facebook, c'est quelqu'un comme un crime, donc on peut l'utiliser comme une preuve dans un procès. Est-ce que ça pourrait quand même être considéré dans du public, dans ce contexte-là, ou dans l'horizon Clearview, mettons, d'identifier ces personnes-là? Et là, tu me fais un segue parfait vers ma prochaine question. C'est même pas volontaire en plus. Non, parce que sur la question de savoir si c'était public ou pas, bon, la question du greater good n'est pas nécessairement si pertinente que ça. C'est pas là où on arrive. Dans tous les cas, il y avait pas de consentement, fait qu'on avait déjà une première violation à la loi, mais même si on avait eu un consentement, il aurait aussi fallu déterminer si c'était une finalité, si c'est une finalité raisonnable de utiliser des données personnelles pour les forces de l'ordre, la reconnaissance faciale pour l'arrestation de personnes. Puis c'est dans cette question-là que le test de Hawkes intervient, de savoir est-ce que grosso modo, les avantages dépassent les inconvénients.
Puis, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans ce test-là, notamment, bon, est-ce que l'exactitude des résultats, si l'exactitude de tes résultats, si c'est pas démontré que tes résultats sont bons, si c'est démontré que les personnes de couleur sont défavorisées par les résultats, ben, c'est plus difficile de faire valoir que ton greater good est vraiment si grand que ça. Puis, donc, c'est ça. Là, la deuxième question dans laquelle ce test-là s'inscrit, c'était de savoir, parce qu'en vertu de la loi, il y a le paragraphe 5.3 de PIPEDA qui dit que même si tu as un consentement, puis ça, on l'oublie souvent, mais même si tu as un consentement, il faut aussi que tes fins soient raisonnables, acceptables et considérées acceptables pour une personne raisonnable. Puis c'est là où le CPVP tranche et dit, ben, c'est de la surveillance de masse, puis non, on ne considère pas qu'une personne raisonnable aurait consenti. Tu sais, comme ça faisait partie du champ des choses acceptables. Puis là, on sera d'accord là-dessus que c'est pas une question qui est super juridique, là. C'est une question qui est quand même peut-être plus de la nature de l'éthique, là. Puis je serais curieuse de savoir, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est une personne raisonnable? C'est toi, c'est moi, c'est nous tous, là, des personnes raisonnables? Est-ce que vous considérez ça acceptable? Moi, je dirais que j'ai plutôt reculé de 2 pas là, quand j'ai entendu ça. Raisonnable. Faudrait voir, faudrait l'analyser, là, mais je dirais qu'à vue de nez comme ça, je me serais pris au moins quelques pas de recul là, pour analyser ce qui se passe, là, mais de là, de qualifier la mesure ou le geste de raisonnable, moi, je suis pas dans cette gang-là. Pas pour l'instant, en tout cas. Là. Ben, clairement, c'est ça. Il n'y avait pas de grand monde dans la gang de Clearview. Hein. Tout le monde ça a suscité l'ire de la population. Les journalistes se sont écriés, puis clairement, les commissariats aussi sont clairement pas d'accord avec le fait que ce soit raisonnable. Puis c'est pour ça qu'ils concluent qu'il faut que Clearview cesse ses activités, arrête de collecter des données, cesse ses activités, arrête de vendre son service, arrête de collecter des données sur les Canadiens, puis aussi supprime tous les renseignements qui ont déjà été recueillis. Mais on l'a déjà dit souvent, il y a pas les lois n'ont pas le mordant nécessaire. Puis c'est assez impressionnant de voir à quel point Clearview est arrogante avec les commissariats à la protection de la vie privée. Là. Ils refusent des conclusions. Non, nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous nous dites. Puis ils font une espèce de marchandage aussi, qui est génial. Comment ça? Nous, on refuse vos conclusions. Par contre, on est d'accord de faire tout notre possible pour arrêter de traiter des données sur les Canadiens pendant les 2 prochaines années. On va faire des gros efforts si vous arrêtez votre enquête. Vous arrêtez votre enquête, puis nous, on fait des gros efforts. C'est génial. Les arguments, puis ils utilisent des arguments. Vraiment, là, l'arrogance est assez choquante. Là. Franchement, c'est le mot qu'on devrait utiliser. Ils utilisent des arguments de droit américain sans avoir... Du moins, les premiers arguments qu'ils ont fait valoir, c'était pas très fort en matière de droit canadien. On avait l'impression qu'ils ne maîtrisaient pas si bien les concepts, ou je ne sais pas qu'ils les maîtrisaient pas bien, mais qui n'avaient pas nécessairement fait les efforts pour faire un mémoire de qualité pour présenter leurs prétentions. La deuxième vague d'arguments est plus intéressante, mais encore là, pas particulièrement fort, et ils se font débouter sur toute la ligne. Ben, c'est un beau cas d'espèce, ce Clearview-là. T'avais-tu quelque chose à ajouter, David? Oui, mais tu sais, ce qui m'inquiète avec ce genre de truc-là, tu sais, on a parlé de c'est quoi mon opinion par rapport à ça, là, peut-être, ce que je trouve vraiment inquiétant avec ce genre d'approche-là d'utilisation de l'IA, c'est littéralement le cas de la Chine. Tu sais. Quand tu entends des gens là-bas, là, c'est sûr que c'est une entrevue, tu sais pas à quel point, c'est pas un échantillon qui est représentatif de la population, mais il y a beaucoup de gens pour qui eux autres, c'est justifié parce que ça fait partie des mœurs de pénaliser. Puis c'est surtout aussi, il y a un exemple qui montre, une personne, elle bénéficie positivement de ce genre de surveillance de masse-là. Bon, là, c'est pas pour de l'arrêt, mais tu sais, c'est pour finalement avoir une cote sociale. Fait que ce genre de truc-là peut vraiment comme renforcer les positions dominantes dans la société parce que, moi, je suis avantagé, là, je suis tout dans le positif, puis je sauve de l'argent, je fais ci, je fais ça. Je trouve ça vraiment inquiétant. Puis, tu sais, il y avait un whistleblower qui interviewait justement là-dedans, qui avait fait comme, hey, il y a eu de la corruption de telle place. Puis il se faisait pénaliser, il se faisait discriminer par la société à cause de ça. Il était vraiment, vraiment pénalisé. Il avait plus ça, il ne peut plus acheter de billets de train, il ne peut plus sortir du pays. Fait que ça emmène vraiment une espèce de... Parce qu'il avait été fiché par un outil qui ressemblait à ça?
surveillance de masse. Pas nécessairement OK. dans le contexte de dire je vais arrêter un crime, mais c'est plus tu as commis des crimes, on te donne un score, puis ce score-là va descendre en fonction des agissements que tu fais. Puis il y a du shaming public, là, genre telle personne a un score de 0 affiché sur des grands écrans publics. Fait que lui, finalement, c'est un whistleblower qui a dit telle personne dans tel district a volé de l'argent, il a vu ça prouver une enquête, c'est un journaliste et il se fait donner un score de 0 et il a accès à aucun service par la suite. Fait que, ça ramène vraiment une question, là, je pense, sur c'est quoi la finalité du contrôle social? Genre, c'est quoi la finalité de la surveillance? Puis de comme s'assurer qu'on ait une cohésion sociale au détriment de ne plus avoir, comme d'être très homogène ou d'être, comme de ne plus avoir l'hétérogénéité, là, finalement, là, ou l'inverse. Ouais, c'est l'hétérogénéité qui est des gens différents. Fait que, c'est comme tout le monde, on doit faire les mêmes choses, on doit respecter les mêmes règles de la même façon. Fait que, je trouve ça un petit peu contraignant, là. Ça fait peur. Ouais, l'idéal qui est derrière tout ça, c'est la sécurité publique, là. Je pense que À quel prix? ben c'est ça, mais c'est-à-dire que si tu leur demandes à quoi ça sert tout ça, c'est quoi le bien qui se cache derrière ça, parce qu'ils font pas ça pour... c'est pas le evil incarné non plus. J'imagine qu'il y avait des bonnes intentions derrière ça, qui étaient la sécurité publique, puis accroître la sécurité publique, puis avoir de l'information pour éventuellement, je sais pas, mais arrêter quelqu'un qui pose problème, tout ça. Mais tu as raison, à quel prix? Mais c'est le prix de la vie privée. C'est où qu'on Là, trace donc, la ligne, tu sais. oui, C'est ça, c'est où les délits qui sont tellement graves qu'on doit mettre en place des drones pour surveiller ça, tu sais, ou peu importe le système de surveillance. J'ai brûlé mon stop devant une école. OK, c'est peut-être plus grave que oui, mais là, est où la ligne? J'ai brûlé mon stop dans un quartier qui n'avait personne, dans une zone de 70, puis j'ai brûlé, tu sais, est où la ligne de dire comme on va avoir une cohésion sociale qui a du sens, puis que genre j'ai plus aucune liberté sur mes propres décisions. Oui, c'est ça. C'est un équilibre en éthique. On parle du juste milieu, là, qui n'est pas exactement au milieu, mais qui est à quelque part à trouver, là. Puis, dans ce juste milieu-là, ben, Clearview semble avoir pas exactement trouvé le juste milieu. Du moins, c'est pas la conclusion de nos bureaux d'enquête et commissaires à la protection de la vie privée. Eux ont clairement statué que non, là, c'était pas tout à fait le juste milieu. Puis au contraire, on avait abusé, violenté la vie privée des Canadiens. Aviez-vous quelque chose d'autre à ajouter? Ouais, mais j'ajouterais une mini-chose. Tu sais, c'est qu'ils sont, c'est pas qu'ils vraiment, ils étaient bien intentionnés, là, les gens de Clearview AI, puis mais parfois on les entend parler en entrevue, puis c'est un peu drôle, là. Ils sont comme, non, on veut vraiment le bien, on veut le bien, tu sais, le crime c'est mal, ils sont très dichotomiques, le crime c'est mal, mais on vendrait pas ça à des bad actors. Pas de Chine, pas de Russie, nous on veut vraiment, tu sais, très, 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 très dichotomique. Ça me faisait penser à un article de Ben Green qui est Why Good is Not Good Enough, ou When Good is Not Good Enough, à propos de l'intelligence artificielle puis la conception souvent de, sans offense David, là, je pense que t'es pas de ces informaticiens-là, mais des informaticiens qui valorisent le bien puis sans réfléchir exactement qu'est-ce que le bien veut dire, puis qui n'ont pas la réflexion en amont de dire à quoi est-ce que ça va servir, quels sont les impacts que ça pourrait faire. Puis il faudrait une définition plus claire du bien, pas juste dire c'est bien, le good c'est good, puis c'est évident que le crime c'est mal. C'est ça, c'est garder en tête que c'est toujours, quand on dit servir le bien, on sert une conception du bien. La Chine, la Corée du Sud aussi ont l'impression de faire le bien. Là. Donc, mais c'est pas exactement la même conception du bien et de la justice qui sont les nôtres. Là. Donc, je pense que c'est ça là, qui se cache derrière ces bonnes intentions-là. Des fois, on sert le bien, oui, mais lequel, ça reste à débattre, puis ça reste un sujet en soi pour réfléchir ensemble. En fait, j'avais l'impression avec ton exemple, David, ça me rappelait Black Mirror. Avez-vous vu cet épisode-là où on donne des notes, puis avez-vous ça? Oui, c'est une fille justement avec les réseaux sociaux, là, je pense que ça commence. Oui, c'est ça. Une fille elle descend de cote là, sur 5 étoiles, elle tombe, mettons, à 4, elle tombe à 3, puis là, toute sa vie, tu vire à l'envers. Oui, c'est ça. On n'est pas loin de... On est tristement pas loin de tout ça. On va passer à notre deuxième sujet. Le temps file. David, tu voulais revenir sur le cas de Timnit Gebru. Parce qu'on ne se tente pas de parler de Timnit Gebru.
C'est quoi les développements? Est-ce qu'il y a eu du nouveau à ce sujet, David? Ben, oui, il y a eu des développements. L'article, entre autres, qu'elle a contribué, a été publié. Puis, elle a reçu quelques critiques que, justement, il y avait moi, on avait discuté aussi avec Nicolas dans le cadre d'un cours qu'on partage ensemble. Et il y a des trucs intéressants qui avaient ressorti justement d'une critique qui est un chercheur en NLP, qui est Yoav Goldberg, un personnage... il s'appelle comment? Yoav Goldberg? Yoav Goldberg. Un personnage assez coloré, disons, dans la façon de s'exprimer, on va dire ça. Très tranché souvent sur des arguments. Ce que je trouve, à un certain point, peut être intéressant pour avoir vraiment un point de vue beaucoup plus, black, noir ou blanc, mais pas nécessairement de zone grise. Puis après ça, souvent, il va essayer de renuancer. Puis c'est un peu qu'est-ce qui est arrivé. Puis j'aimerais ça, prenez quelques points, puis d'un autre article, justement, que tu m'as partagé après ça, que des points que je trouvais intéressants, qui est plus un point de vue technique, plutôt que plus on veut observer le modèle dans son ensemble. Okay. Un des points qui est ressorti, il y en a deux. Je suis ressorti mes petites notes là aussi. Premièrement, une des critiques qu'il apporte, puis que je pense qui était la plus polémique, c'est le point de vue des auteurs a vraiment une tendance très nord-américaine, chose qui n'est pas nécessairement un point de vue qui est partagé pour l'ensemble du monde. Puis, ils font beaucoup d'assumptions qui sont des hypothèses ou des affirmations qui sont pas nécessairement présentées comme des affirmations claires. Puis, probablement, après ça, il y a comme une discussion qui est suite à ça, puis la discussion propose que c'est probablement, c'est un point de vue qui est minoritaire, qu'on tente d'affirmer de façon majoritaire. Donc, un procédé pour un peu démontrer cette hypothèse-là. As-tu le titre de l'article, David? Oui, l'article de tes minutes, là, tu parles? Oui. L'article en tant que tel, c'est On the Dangers of Stochastic Parrots, Can Language Models Be Too Big? OK. On le partagera dans les notes. Là. Je vais partager dans les notes aussi la critique, justement, là, de Yoav. Puis un des éléments qui ressort, comme je disais, c'est que finalement, le point de vue. Ça a fait réfléchir un peu à savoir, est-ce que c'est vrai qu'on veut que ces modèles-là soient multinationaux? Est-ce qu'on veut que ce type d'algorithme-là qui est mis en place ait un pouvoir supra-étatique, finalement, un peu? On veut-tu un genre de fonds monétaire international équivalent qui serait genre algorithme international? Puis comment on peut réussir à gérer ça? C'est finalement, parce que c'est comme un choc d'idées et de culture qui est comme implicitement à travers ça, parce que il y a une domination actuelle de l'IA par les États-Unis, ou du moins par Google, les GAFA de ce monde, qui fait en sorte que leur vision du monde est vraiment rayonne sur l'ensemble du monde et sur des gens qui ne s'en rendent même pas compte que ça a un impact sur leur vie. Comme le cinéma américain se rend jusqu'en Chine. Mais à la limite, le cinéma américain, tu fais le choix d'aller voir un film. Oui, c'est vrai. Ça qu'on te propose peut-être au cinéma, fait que c'est plus utile. Mais quand tu utilises Google maintenant, présentement, tu n'as pas le choix. Tu ne sais pas les algorithmes qui sont derrière. Puis qu'est-ce qu'ils font? C'est quand même, ils peuvent diriger les choix de mots, les choix de pages vers lesquels on t'envoie. C'est vrai. Là, ça, tu ne le sais pas. Puis tu n'as pas ce pouvoir-là, puis tu ne peux pas nécessairement peut-être comprendre l'ampleur de ça. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir l'idée de dire, est-ce que c'est vrai que finalement, c'est un courant de pensée, ces critiques-là sont fortement axées sur une vision nord-américaine, ou on pourrait les retrouver ailleurs, puis dans quelle proportion que tout ça pourrait se retrouver. OK. Puis, ça l'a emmené au deuxième article. Je pense pas que c'est un peer review article, là, par contre, là, mais ça semble être plus un article qui a été déposé par quelques auteurs, justement, liés au projet GPT-3, qu'on a parlé souvent, là, justement, un language model. Un des language models, justement, qui est ciblé indirectement et très directement dans l'article précédent. Understanding the capabilities, limitations and social impact of the large language models. Par 4 auteurs là, que je n'aimerais pas nécessairement ici, mais entre autres Stanford University, OpenAI, qui est ceux qui ont créé GPT-3, et AI Index, que je ne connais pas par contre. Oui? As-tu dit quelque chose? Moi, ça, non. Je pensais que tu avais parlé. Je réagissais, je faisais des ha-ha. Tu faisais des bruits vocaux. Puis un truc intéressant, j'ai vraiment trouvé, eux, ce qu'ils disent, non, c'est pas si pire que ça. Finalement, je cherche juste la personne. Dans la section, je ne me trompe pas, c'est pas scale, c'est, je pense que c'est understanding. Ouais, je pense que c'est là qu'il parle, il dit, non, c'est pas si pire que ça, nos modèles, parce qu'on
pour créer ça, on a besoin des équipes multidisciplinaires. Donc, ça donne un point de vue multidisciplinaire. Donc, tous ces gens-là font en sorte que le modèle a une meilleure représente plus tout ça. Grosso modo, je mets ta phrase, là, j'en sais pas tel quel comme il dit, mais c'est comme ça que je l'ai vraiment lu. Moi, puis je me suis dit, j'ai eu un malaise par rapport à ça. Bon, si on regarde, souvent les informaticiens, c'est très majoritairement masculin. Très majoritairement nord-américain, probablement l'équipe qui ont. Peut-être pas, peut-être que je me trompe aussi. Fait que là, ben, cet argument-là me semble pas nécessairement intéressant. Puis à quel point, on l'a démontré à plusieurs reprises au courant de l'histoire, quand tu donnes une petite tâche à quelqu'un, tu vois pas la vie d'ensemble. Ouais. Je me trompe pas, c'est toi qui avais parlé de l'histoire du tank, la personne qui dit non, j'arrive pas. C'est des gens qui travaillent dans une usine, puis là, ils essaient de ramasser les pièces pour construire une poussette de bébé, puis finalement, ils construisent un tank à chaque fois. Là. Je pense que c'est toi qui avais parlé de ça, hein, c'est ça? Ben, c'est un classique Ça, là, c'est un pour exemple montrer d'habitude la d'année, dissociation des fois entre ce que tu fais. Puis, parce que c'est l'histoire d'un gars qui travaille dans une shop, puis ses collègues de bureau, ils savent que sa blonde est enceinte. Fait qu'à chaque semaine, il apporte une pièce là, qu'il va pouvoir se servir pour monter, parce qu'on lui a dit que dans sa shop, il faisait des carrosses de bébé. Fait qu'ils ses amis lui apportent des petites pièces pour qu'il fasse son carrosse de bébé. Puis chaque personne vole une petite pièce. Puis ils se disent, ben à la fin, il va être capable de construire son bébé. Son bébé. Non, il va être capable de construire sa poussette. Puis le gars, 3 mois plus tard, il revient au boulot, puis il dit à ses amis, eh ben, merci pour les pièces, mais j'essaie de monter la poussette, mais à chaque fois que j'essaie de la monter, ben, finalement, je finis par monter un tank. Fait que c'est ça. C'est l'histoire en question. C'est intéressant ça, parce que c'est un peu ce genre de truc-là que j'ai peur un peu arriver, ce genre de truc-là. Puis finalement, en fait, l'article tourne par rapport, c'est un genre de open discussion qu'il y a eu par rapport justement au release de GPT-3. C'est un genre de forum, là, un peu, peut-être pas le terme exact qui est utilisé, mais un genre de forum, puis des gens qui ont dit, ben pourquoi on ne fait pas une approche Red Teams? Un genre d'organisme. Une approche comment, excuse-moi, David? Red Teams, c'est-à-dire, tu sais, finalement, cette espèce de concept-là, peut-être un peu plus au niveau militaire qu'on va utiliser, ou du moins cyber en défense, c'est-à-dire il y a une équipe bleue qui tente de protéger quelque chose, puis une équipe rouge qui tente d'attaquer cette chose-là pour voir les faiblesses finalement de ça. Un peu, si on veut, comme l'attaque adversariale. Mais est-ce que ça ne prendrait pas ce genre de système-là qui se met en place, d'avoir des red teams qui essaient de trouver les biais, trouver les trucs qui sont discriminants, trouver les flaws, trouver les places où est-ce qu'on ne sait pas qu'il y a Oui, jouer le rôle d'avocat du diable puis essayer de frapper partout. Exactement. Là. Que ce soit des organismes nationaux, internationaux ou autre chose. Genre, en fait, à la base, il faudrait que ce soit pas quelque chose qui a un objectif financier, mais peut-être plus au BNL, là, si on peut, là, le terme. Scientifique. Québec, disons, ça pourrait être une bonne tâche pour des chercheurs de se regrouper et essayer d'attaquer la bête. Là. Oui, je pense qu'il y a des initiatives beaucoup qui se font, mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a une déconnexion entre le milieu académique et le milieu, du moins comment les gens perçoivent le milieu académique et le milieu courant. Fait que peut-être que si c'est des organismes publics, auraient une perception différente par eux. Tout ça, c'est purement une opinion, là. Peut-être. Mais ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Tu interagir, hein? Je te vois réfléchir. Ben ouais, mais en fait, ma question est de savoir, tu sais, j'aime beaucoup la métaphore, là, Red Team qui vient attaquer puis qui vient essayer de trouver les failles et tout, mais est-ce qu'on parle pas simplement d'un organisme de certification ou d'audit? Intéressant. J'avais pas vu ça comme ça, mais vraiment intéressant. Ben, en fait, je pense que la différence avec une certification, je pense, là, ça, c'est techniquement un de mes axes de recherche, fait que je commence à m'approfondir là-dedans, là, mais je suis pas encore un expert. Je vois plus la certification, du moins en aviation, des trucs comme ça, comme explique-moi tout ce qui se passe, puis si tu peux me prouver tout ce qui se passe, je te donne l'étape. Après ça, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas voir, que peut-être que la Red Team pourrait arriver. Fait que peut-être qu'il y a peut-être un rôle double qui pourrait être mis ensemble. Combiné, là. Comme une idée de combiner, que ce soit finalement l'organisme de certification ou aussi une Red Team qui tente d'attaquer ton système d'un coup qui est certifié pour s'assurer qu'il est encore valide, que tu n'as pas changé de quoi par la suite, qu'il n'y a pas de régression ou des trucs comme ça. Mais on fait ça en sécurité informatique aussi, c'est-à-dire qu'il y a une certification, puis en même temps, des fois, faire un test ultime là, où on tente carrément d'attaquer de toutes les façons le système pour voir à quel point, où sont les failles, puis où sont les problèmes. Exactement, ou une espèce de fast-track whistleblower, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou une espèce d'ouverture des modèles, de dire, ben, nous, tu dois nous ouvrir la boîte. Je pense qu'un point
par rapport à ton histoire, justement, Eve, avec Clearview AI, c'est qu'il a fallu que ce soit un journaliste qui ait creusé pour qu'on se rende compte que même oui, la SQ au Québec est en train de mettre en place un système comme ça. Puis je trouve ça un petit peu effrayant. Ça me met vraiment un mal à l'aise de savoir qu'il y a des choses comme ça qui se passent et qu'on n'est pas au courant. Est-ce que ce genre d'organisme-là aurait peut-être le rôle de justement dire, ben voici qui utilise ce genre de technologie dans le milieu public. Puis si tu veux avoir ta situation dans le milieu privé pour faire telle chose, tu dois nous donner ça sur le registre. Peu importe c'est quoi le médium pour le faire, mais une espèce de transparence qui me semblerait peut-être intéressante dans ce genre de contexte-là. Du moins, pour peut-être sans que la personne soit nécessairement 100% en contact, mais qu'au moins il y a des gens qui pourraient aller chercher cette information-là de façon plus facile peut-être à travers ça. Tout ça aussi. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, ça c'est un petit peu plus technique, mais j'ai trouvé ça intéressant, puis ça ramène au point justement qui avait été amené par Timnit de dire les données, il y a souvent une surreprésentation de certains types de personnes, surreprésentation de profils, surreprésentation de types de vocabulaire. Puis, un des critiques qui est apporté justement dans le deuxième article que je parle, c'est de dire, en fait, on pourrait peut-être utiliser une approche qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire d'avoir plusieurs streams de types de données. Donc, c'est-à-dire pas juste des données textuelles de texte écrit, mais peut-être des descriptions de photos, des lyrics de musique, par exemple, des paroles de chansons ou d'autres types de données textuelles qui pourraient être utilisées là, ailleurs que Twitter et compagnie, qui est tout le temps les mêmes ou des forums. Puis, je trouvais ça intéressant. Eux autres, il y a des gens qui défendent le fait qu'en fait, GPT-3 est déjà sur ce type de données-là parce que il y a des tableaux, il y a des données structurées, il y a des proses, il peut y avoir des citations, des poèmes, des trucs comme ça, du code informatique aussi, entre autres. Donc, il y aurait déjà une partie de ça qui est accomplie, mais peut-être qu'il y aurait d'autres moyens, peut-être même aller chercher des langues dans d'autres langues, peut-être du texte, parce que couramment, on va utiliser souvent, nous autres du moins au Québec, quelque chose qui est très présent, c'est du français et de l'anglais. Ce qui amène à mon autre point, qui est de dire, en fait... Mais pour l'apprentissage, excuse-moi, David, l'apprentissage, ce genre d'apprentissage-là, de ces moteurs-là, j'imagine qu'ils sont influencés aussi par la masse de textes. C'est-à-dire que la prose sur Internet, il y en a beaucoup moins que du stuff de Twitter puis des insultes sur Facebook. Là. Donc, sur la masse aussi, ça doit influencer l'éducation de ces algorithmes. GPT-3, c'est 570 gigs de texte. Je ne le connais pas par cœur, je lis direct de l'article. Je ne suis pas si bon que ça pour retenir ça. C'est immense. 570 gigs de texte, là, le mot immense n'est pas assez fort pour représenter la quantité de données que c'est. Puis là, on se dit, hey, c'est beaucoup, peux-tu faire mieux que ça? Bien oui, un autre qui s'appelle The PAL, qui est 1.2 pétaoctets fait que finalement, c'est une unité au-dessus du gigabyte de données textuelles recueillies un peu partout sur Internet. C'est plus qu'immense. Là, on est complètement rendu. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quoi? C'est-tu le contenu de l'Internet au complet? Même ça, je ne saurais pas savoir à quoi ça ressemble. Il y a François Laviolette, professeur de l'Université Laval, qui présente souvent justement pour visualiser la type de données, puis lui, il utilise des graineries. Puis je ne me trompe pas au niveau du pétactet, c'est que tu peux remplir, je crois, le continent de l'Amérique du Nord au complet de graineries. Ou l'océan, là, je ne suis plus certain de l'ensemble, mais c'est immense en termes de quantité d'informations. Ça fait beaucoup de riz. Et c'est pas drôle. Pour dire, ça commence à être vraiment beaucoup de données. Puis, un point qui a été sorti aussi, c'est à quel point on doit contrôler le vocabulaire qui est présent. La langue évolue. Il y a des mots qu'on n'a pas le droit qui historiquement été utilisés, qui actuellement sont pas, c'est pas moralement acceptable d'utiliser ces langages-là. Il peut donner le vocabulaire qu'il porte et l'histoire qui est portée par ces mots-là. Donc, Timnit, finalement, avance que ce genre de mots-là devrait disparaître des langages de modèles. Puis, Yoav dit oui et non. Oui, étant donné que ça supporte effectivement un contexte historique qui est néfaste pour certaines personnes, surtout considérant le contexte historique. Mais justement, si on cherche à créer un modèle qui veut détecter ces mots-là pour cibler, dire ça, c'est du langage toxique, ton message, on devrait pas, c'est pas supporté dans notre plateforme, par exemple sur Twitter, Facebook, donc ces modèles-là doivent connaître ces mots-là pour pouvoir détecter. Puis des sacres au Québec, on en a une belle panoplie. Là, le mot en haine aussi, ça ressemble au débat qu'on a entendu en ce moment. Là. Exactement. Donc, est-ce qu'on doit finalement
nettoyer la langue de ces mots-là, ou on ne devrait pas plutôt avoir certains modèles qui permettent d'utiliser ça pour un contexte précis. Là. Je ne dis pas un modèle qui décide de générer des textes. Peut-être qu'il y a effectivement des mots qu'on ne voudrait pas supporter, mais encore là, tout dépendant peut-être de l'objectif. Ce qui amène juste comme bémol, que je trouve intéressant, c'est de dire, effectivement, il y a des mots peut-être qu'il faut faire attention dans des contextes, ou des formules de phrases qu'il faut faire attention dans des contextes, mais dans d'autres, ça peut être pertinent de le garder pour certains types d'utilisation. Donc, il ne faut pas nécessairement toujours les pointer du doigt pour ce type de choses-là. Il faut peut-être avoir effectivement un sens critique, un peu une vue d'ensemble de qu'est-ce qui tente d'être fait par ça, pour avoir un meilleur contrôle pas un meilleur contrôle, mais une meilleure représentation, parce que ça le dit, c'est un language model, c'est censé représenter comment l'humain, du moins sur Internet, utilise une langue spécifique pour s'exprimer. Après ça, il y a des contextes qu'on veut s'exprimer de façon différente. Mais ça revient souvent. J'écoutais le dernier épisode qu'on avait fait, le débriefing avec Justine Dima, puis on a toujours cette tension-là. Est-ce qu'on veut que le modèle ressemble à des humains ou est-ce qu'on veut que le modèle dépasse les humains? Même chose pour l'apprentissage. Est-ce qu'on veut que le langage de l'intelligence artificielle reflète le langage humain ou le dépasse ou est encore mieux ou évite certaines failles humaines? Donc ça revient aussi avec cet outil-là. Oui, exactement. Tu allais dire quelque chose, là? Vas-y. J'ai plein de questions, là, mais commençons par une. Mais l'argument même de Gebrew, là, est-ce que c'est de dire il ne devrait jamais avoir tel X, Y, Z mots dans nos modèles de langue? Ou c'est de dire quand on fait un Christine gros modèle là, auquel on va faire toutes les fonctions comme GPT-3, là, ben peut-être qu'on pourrait s'assurer qu'ils ne disent pas le mot en N. Est-ce que c'est on ne ship pas les insultes raciales dans un modèle qui a pour finalité la génération de texte, ou c'est on ne met jamais les insultes raciales dans aucun modèle de langue? Là, moi, j'ai pas lu la version finale, j'ai vu la version préliminaire. Fait que ça se peut que ça ait changé, mais si je me rappelle bien, dans ma version que moi j'ai lue, ça portait plus vers une tendance vers dire faut que ces mots-là ne soient pas at all utilisés. Ah oui. Jamais. Ouais. C'est beaucoup comme ça que j'ai senti. Là, peut-être que ma lecture n'est pas exactement parfaite de la version actuelle. Là. Ça se peut que cette fonction a changé. Ils ont quand même changé quelques sections. Là. J'ai remarqué là, quand j'étais allé à la différence, mais j'ai pas relu l'article qui était publié finalement à la version finale. Mais c'était beaucoup plus... c'est aussi beaucoup, en fait, justement, dans ce type de données-là, ce type de vocabulaire-là se retrouve. Puis il n'y a pas de nettoyage de ces données-là pour ce genre de modèle-là. Fait que là, est-ce qu'en fait, c'est peut-être qu'il manque une nuance qui n'a pas été nécessairement peut-être ressortie par les auteurs de dire pour GPT-3, c'est dangereux, mais pour un modèle que tu réfères de la détection de messages textiques, effectivement, ça peut être opportun. Peut-être que cette nuance-là peut être apportée par les auteurs, que ça leur tient, on les chicane peut-être sur quelque chose qu'ils n'ont peut-être juste pas pensé à se préciser plus clairement dans le texte. Très intéressant. En tout cas, c'est sûr que ça va revenir, surtout GPT-3, on en parle souvent, là, donc avec ces nouveaux modèles d'apprentissage-là, comment on les éduque? Je pense que la question de l'éducation, là, ça revient, ça prend une nouvelle forme, là, mais qu'est-ce qu'on lui donne comme matière pour apprendre? Il faut voir si on va censurer à la source ou si on va plutôt leur apprendre à utiliser ces mots-là dans le bon contexte, à les trier, à censurer au besoin, mais c'est plutôt dans cette vision-là, avec cette finalité-là qu'on va plutôt cibler. David, tu voulais-tu faire peut-être un résumé rapide du deuxième texte ou on peut passer à notre troisième bloc? Pour le deuxième texte, je pense que ça fait pas mal le tour, là, finalement, des quelques éléments techniques. Si on veut faire un topo, c'est que les critiques qui ont été adressées par le premier article de 10 minutes, dans cet article-là, on semble plus dire que on fait déjà des trucs cool, un peu ce que Google avait dit, on fait déjà des trucs cool, fait que c'est pas si pire de nous chiner pas trop. C'est un peu le courant que j'ai vu. Là, c'est sûr que c'est une discussion dans un forum, fait que finalement, il apporte un côté, il apporte l'autre côté. Je pense qu'il y a à en faire encore, surtout considérant que c'est le modèle qui est tout le temps pointé du doigt comme étant... C'est le premier qui a atteint finalement, qui peut techniquement passer le test de Turing pour confondre un humain sur du contenu généré textuel. Donc,
il faut que tu sois plus top-touch que ça, je crois. Tu dis que GPT-3 l'a réussi, le test de Turing? Ben, sur confondre l'humain, sur une des parties. Là. En fait, c'est un texte généré par un GPT-3 puis un texte généré par l'humain. C'était 50,5 ou 55, là, je suis plus sûr, là, mais c'était comme une fois sur deux, les gens n'avaient pas à faire la différence entre les deux textes, si ça provenait de l'humain ou d'une machine. Fait que c'est ça qu'eux autres, ils ont fait comme nice. Mais tu sais, c'est quoi le coût que ça a pris pour ça? Puis, c'est pas factuel, c'est des petits textes. Fait que il y a bien des choses encore que GPT-3 a rendu les mêmes erreurs que GPT-2. Fait que ce qu'on est allé chercher, c'est peut-être sur des petits textes, une meilleure compréhension, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il écrit. Là. On n'est pas encore dans le contexte. On est très dans la petite boîte autour. Puis, ça a l'air tout beau, mais tu lis ça, t'es comme, ça marche pas, là, ce que tu viens d'écrire. Passionnant. Merci, merci David. C'est un beau résumé. 2 textes à lire. On vous mettra les références dans les notes de podcast. Moi, là, de mon côté, le 3e bloc, le texte sur lequel je voulais attirer votre attention, je voulais informer nos auditeurs. C'est un super beau papier que j'ai trouvé. C'est la semaine passée. Là. Des fois, on en lit plusieurs des titres, là, puis ça tente pas toujours de plonger, mais celui-là, quand j'ai vu le titre, j'ai évidemment plongé dans le texte en question. Super intéressant, texte qui est synthétique en plus. C'est ça que je cherche souvent. Là, surtout quand on sort un peu de notre champ de compétences, là, c'est-à-dire que moi, je veux aussi avoir des résumés, quelqu'un qui me fait une belle revue de littérature, qui m'aide à comprendre là, des grands pans du savoir, puis bien synthétique. Puis l'article en question est tout à fait dans cet esprit-là. Une belle revue de plusieurs modèles. En fait, c'est ça. Là. Plusieurs modèles d'aide à l'évaluation d'enjeux éthiques pour des projets en AI. Donc, si vous voulez voir un peu là, quels sont les modèles, je veux développer ou j'évalue des projets en AI, je veux avoir des modèles qui pourraient m'aider à prendre une décision, soit à développer, soit prévoir les critiques, soit juger si tel projet est éthiquement, quels sont les enjeux qui se cachent derrière ça. C'est exactement le genre d'article dont vous avez besoin. Donc, un article qui lui aussi propose son propre modèle. Donc, il y a ça aussi, là, faire la revue de littérature puis en même temps proposer quelque chose. L'article qui a été publié, c'est tout récent. Là. Donc, c'est 27 janvier 2021. Donc, c'est tout chaud. Ça a été publié dans Ethics and Information Technology, écrit par, je vais dire leur nom de famille seulement, Frank Franzke, puis Schaffer. L'article est intitulé, je l'ai ici, Data Ethics Decision Aid, donc DEDA. Puis le sous-titre, Dialogical Framework for Ethical Inquiry of AI and Data Projects in the Netherlands. Et in the Netherlands, donc ça a l'air assez Pays-Bas. La traduction, ce serait peut-être aide à la décision, oui, très certainement, en matière d'éthique de données, un cadre de révision pour guider la recherche en AI et les projets impliquant des données massives aux Pays-Bas. Donc ça, ce sera ma traduction très, très libre. Donc oui, aux Pays-Bas, le contexte, le terrain est néerlandais, mais c'est loin d'être aussi local que ça en a l'air. C'est sûr que leur modèle, il est ancré, là, mais comme je disais, la revue de littérature, elle est exceptionnelle. Si vous voulez en savoir plus là, sur les différents modèles dont on tente de s'inspirer, dont eux tentent de s'inspirer aussi pour encadrer des projets, encore une fois, des projets qui impliquent là, la gestion de données massives qui tiennent compte de leur impact social, qui tiennent compte des valeurs sous-jacentes, des responsabilités du gouvernement, des parties prenantes dans un tel contexte. C'est une lecture qui sera pour vous très utile et instructive. Donc, en plus, c'est très terrain empirique. Ça aussi, je m'en cherchais. Là, donc, des fois, éthique, là, ça verse vite dans philo, éthique, morale, puis tout à coup, c'est philosophe. C'est intéressant aussi, mais je me cherche souvent plus là, des textes plus ancrés, empiriques. Celui-là est tout à fait dans cet esprit-là. Anthropo, sociologique. Là, je dirais, les chercheurs sont allés observer, c'est un peu ça l'approche, là, aller observer ce qui se fait sur le terrain, essayer d'observer les différents modèles
Puis à partir de ces modèles-là, créer leur propre modèle. Donc, très intéressant, très terrain. Ça vous aidera à mieux comprendre. En fait, leur modèle, c'est aussi pour ça, là, essayer de mieux comprendre. Eux, c'est un peu plus avec cet angle-là, d'essayer d'aller comprendre ce dont les fonctionnaires ont besoin, parce qu'ils ont fait aussi des entrevues avec les experts, quand je vous disais que c'était très terrain, c'est dans cet esprit-là. Mieux comprendre ce dont les fonctionnaires avaient besoin pour mieux évaluer des projets en AI, donc pour mieux cerner où et comment se produisent les problèmes éthiques. Donc, pas essayer de définir c'est quoi un problème éthique, mais essayer d'aller voir ce dont ont besoin ceux qui prennent ce genre de décision et pour mieux les aider, pour mieux les accompagner, pour mieux les former, sensibiliser en matière d'éthique. Donc, leur modèle, lui, c'est ce qu'ils appellent le DEDA, là, c'est le Data Ethics Decision Aid. C'est un outil. Donc, encore une fois, c'est leur outil, c'est leur proposition, un outil d'accompagnement pour modérer les délibérations, les discussions autour d'un projet en AI et données massives. Donc, si vous avez un projet, vous avez des discussions, des délibérations autour de ça, donc soit pour pousser le projet et vous intéresser aux enjeux éthiques, ou soit vous avez à décider si le projet en question, quels sont les enjeux. C'est exactement ce genre de modèle que vous pourriez explorer, donc pour évaluer les enjeux, pour sensibiliser encore une fois les développeurs de ces projets, pour sensibiliser ceux qui financent, ceux qui promeuvent ce genre de projet. Donc, pour les sensibiliser aux problèmes éthiques dans leur pratique. Donc, je vais mettre les références en notes j'allais dire de bas de page, ce sera des notes de podcast. Ce modèle, en fait, le modèle, plus je lisais, plus ça me rappelait. Je ne sais pas qui était là avec le modèle qui avait été proposé par Karl Maria Mørk. Qui était là à cette entrevue-là? C'est-tu Eve, David? Ouais, on On était là les deux. Les deux, vous étiez là. Donc, on l'avait interviewé. Puis c'est exactement ce genre de modèle-là. D'ailleurs, l'épisode, non, c'est vrai, il n'a pas été encore diffusé. Au moment où vous nous écoutez, l'épisode de Karl Maria Mørk n'a pas été encore diffusé, mais vous allez voir, c'est exactement... Un gros teaser, ça. Ah oui, c'est un gros teaser, hein? Ça s'en vient. Teaser, ça. Attention, retenez votre souffle. Vous allez voir, là, Karl, son équipe a publié un modèle aussi qui ressemble à ça, là, c'est-à-dire qu'un modèle d'aide à la prise de décision éthique en matière d'AI, mais je dirais que le modèle proposé est encore plus prudent et méticuleux, là, c'est-à-dire que c'est un modèle qui est destiné à ceux et celles qui développent des applications AI, mais en santé mentale. Donc, il y avait cette dimension-là là, qui est encore plus intéressante. Donc, le modèle, ça s'appelle... J'ai-tu l'article ici? Oui, l'article, il est intitulé « Canada Protocol, liste », là ici j'ai juste la traduction, « Liste des principes éthiques qui doivent être respectés lorsqu'une compagnie tente de développer une AI dans le domaine de la santé mentale ou de la prévention du suicide. » Donc, quand je vous disais que c'est délicat, là, justement, je pense que le modèle est intéressant. C'est plutôt de l'ordre du checklist, là, où il y a plusieurs boîtes. Donc, si vous développez des applications AI puis vous voulez savoir quels sont les enjeux, à quoi je dois penser avec une belle liste, des petites boîtes, puis on fait des crochets, le modèle publié, le modèle dont je vous parlais un peu plus tôt, mais le modèle de Karl Maria Mørk est tout à fait pertinent en la matière. Puis d'ailleurs, bientôt, vous allez pouvoir entendre non seulement notre entrevue avec Karl, mais aussi le débriefing qu'on a fait après. Quelque chose à ajouter, chers collaborateurs? Ben ouais, moi j'aurais peut-être une petite question. Quand tu dis que c'est super pratique, très empirique, très terrain, est-ce qu'il parle un peu de la situation qui a cours aux Pays-Bas? Parce qu'il me semble qu'ils sont assez à la fois avancés et possiblement avec les risques qu'emporte être avancé, là, mais est-ce que c'est très utilisé dans l'administration publique, les systèmes d'intelligence artificielle?
Dans le système en question, dans l'article en question, on ne parlait pas nécessairement de à quel point l'AI était répandu. C'était plutôt, peut-être que ça vient de là. Dans le fond, tu as peut-être raison. Tu as peut-être pointé quelque chose. À force d'avoir un beau moteur de développement en AI, tranquillement, il y a plusieurs questions qui soulèvent. Je pense qu'on est un peu là-dedans aussi, là, au Canada. À Montréal, entre autres, il y a plusieurs applications qui se développent. Puis on parle d'éthique, mais on ne sait pas trop là, sur quoi s'appuyer. Puis tranquillement, il y a plusieurs modèles qui se proposent comme ça. Sur quoi on peut s'appuyer pour nous guider? Je pense que le modèle de Carl Maria est intéressant. C'est une liste pour cocher, savoir à quoi penser. Le modèle néerlandais, lui, il est différent un peu. C'est-à-dire que c'est plus un modèle de l'ordre qui suit la discussion, la délibération, puis qui guide, je dirais, la prise de décision, mais une espèce de processus d'analyse, là, donc qui peut vous accompagner à partir du point zéro où on commence à en débattre jusqu'à la décision finale, soit de promouvoir, soit d'autoriser, soit de financer des projets. Donc, tu as peut-être quelque chose, Ève, là, c'est peut-être dans cet esprit-là aussi. Je connais mal à quel point l'AI aux Pays-Bas, si c'est à ce point-là populaire. OK, donc c'est vraiment, le modèle vise vraiment à savoir quel projet d'intelligence artificielle on va financer. C'est ce que je comprends? C'est tout ça en même temps, c'est-à-dire que c'est des modèles, dans le cas en question, l'article, c'est un modèle d'aide à la prise de décision, donc que ce soit pour développer, promouvoir, financer. Les fonctionnaires sont souvent là, dans plusieurs strates. Il y a plusieurs types de décisions qui vont se prendre. Puis pour les guider, lorsqu'on parle d'AI et de données massives, ces modèles-là, tranquillement, se déploient pour nous aider à prendre des décisions. Encore une fois, ça peut être une start-up qui se demande quels sont les enjeux éthiques, à quoi je dois penser, sur quoi ils vont me critiquer, d'où va venir le vent. Ils peuvent lire ce genre d'article. Et si vous êtes, je ne sais pas, fonctionnaire, décideur, politicien, là aussi, là, il y a des chercheurs, évidemment. Donc, c'est très intéressant à aller consulter pour voir un peu à quoi ça ressemble les défis, les contraintes. Donc, ça ressemble à ça. Ève. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, absolument, absolument. Oui, j'avais mal saisi. C'est très éclairant ta réponse, merci. Donc, c'est ça. Quand je disais que c'était une belle revue, là, c'est pas seulement leur modèle qui est proposé, mais il y a aussi une revue des modèles existants. Puis à partir des modèles existants, combiner une recherche terrain, créer leur propre modèle d'aide à la décision dans le cas où tu as des applications AI, encore une fois, et des données massives. Donc, je vous invite à lire l'article. Je vais redire le titre en question. A Dialogical Framework for Ethical Inquiry of AI and Data Projects in the Netherlands. C'est publié dans Ethics and Information Technology. Donc, c'était l'article vers lequel je voulais pointer attirer votre attention et votre intérêt là-dessus. OK. Alors voilà, c'est tout. Il faut arrêter. Ça fait quasiment 2 heures. Là, pas 2 heures. Ça fait 1 heure qu'on a les écouteurs sur ses oreilles. Ça commence à chauffer. Merci Ève. Merci David d'avoir été là aujourd'hui. Et merci, salutations à Fred aujourd'hui qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour être avec nous. Merci à vous. J'espère que vous aimez toujours nous accompagner au cœur de cette enquête, au cœur de l'intelligence artificielle. C'est en toute humilité, encore une fois, sans prétention, que nous vous présentons nos questions, nos pistes de réponses, nos premières connaissances, encore une fois, encore bien maladroite, mais ça se peaufine de plus en plus. Au micro, Jean-François Sénéchal. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Merci d'être là à chaque épisode et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Bye bye!